un jour, on était dehors, on a vu 4 lance-roquettes passer devant notre parcelle et 4 camions des militaires passer. C'était la panique générale. C'est tout le monde qui courait, papa et maman et... Donc c'était sauf qui paie. Donc si tu as un enfant, il y a des mamans qui ont laissé leur enfant. Ouais, à la radio, on nous donne des informations. Il y a tel enfant, elle ne connaît pas les noms de ses parents. Juste le fait de voir 5 ou 4 camions des militaires passer, c'était la panique. Et les soirs, à partir de 20h, on écoute à la radio qu'il y a maintenant des milices à Katoka. Les milices de Kamwena Sapo n'utilisaient pas des armes à feu fabriquées par l'homme blanc. Et ils utilisaient les œufs, des lance-pierres, les couteaux et les armes pour les animaux et tout. Les armes qu'on crée par l'homme noir normalement. Ce sont ces 4 armes-là que les milices utilisaient pour tuer maintenant des polices et des militaires. Donc, genre, on te lance l'œuf, mais... On te lance l'œuf, mais tu écoutes comme si c'était une bombe. Donc, pour eux, l'œuf était leur bombe et la lance-pierre, c'était leur arme à feu. Il est entrepreneur, social media manager, il est créateur de contenu. J'ai l'honneur de recevoir sur ces plateaux David. Qui est-il? Pourquoi il est là? C'est quoi son histoire? Nous allons ensemble les découvrir. Bonjour David Vantanline. On t'appelle comme ça, mais on arrête seulement bonjour David. Bonjour David. Ah bah, ok. Mais les gens te connaissent David Vantanline. Vlog célibataire. Oui, surtout vlog célibataire. Bonjour. Aujourd'hui, c'est la combien épisode déjà? 78e épisode. Ah, wow. Beaucoup de force. Allez, bonjour, nous sommes très honorés de t'avoir sur ces plateaux. Merci. C'est un réel plaisir. Je pense encore à la première fois où on avait tourné là-bas, à Kitambo là-bas. Ouais. Et là, on a quand même évolué. Voilà. En plus, tu es celui qui inaugure ces nouveaux beaux plateaux. Ok. Comment ça t'est fait? Toujours un plaisir pour moi de venir devant Meta Raconte. Merci beaucoup pour l'honneur en tout cas. Merci. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est François David Poutuchilenge, créateur de contenu, entrepreneur et social media. Voilà. Pendant cet épisode, on va essayer un peu, c'est vrai que la première fois, tu avais déjà reçu, mais là, on va essayer un peu de vraiment rentrer de comment est-ce que tu as grandi. Au fait, ça, j'avais dit que je te dirais pas avant. On va parler un peu de la période où tu as voulu être humoriste. Ouais, on va parler de ça. Okay. Je sais pas si tu vas permettre qu'on balance les images qu'on voit. Non. Voilà, on va parler de cette période-là. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui d'être entrepreneur. Et tu es licencié aussi récemment. Oui, je suis licencié, ouais. Alors voilà, depuis lors, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce que tu fais. Et malheureusement, je sais pas si il y aura des gens qui sont d'accord avec moi. On n'entend plus ta voix. Tu as décidé de ne plus nous parler. Okay. On regarde seulement. On aimerait aussi comprendre ces changements-là. Oui. Mais avant tout, est-ce que tu peux un peu nous parler de comment est-ce que tu as grandi? Je sais que tu as grandi en province. Ouais. Comment ça se passe? Parce que moi, je suis allée à Lubumbashi il y a une année seulement, la première fois que j'ai quitté Kinshasa. Et dans ma tête, quand on me parle de la province, surtout quand c'est pas Lubumbashi, parce qu'on sait que c'est, voilà, on sait que c'est la ville moderne, hormis Kinshasa. J'ai comme l'impression que vous êtes au village. Exactement. Même les gens qui sont dans des provinces se sentent aussi inférieurs par rapport aux gens qui sont à Kinshasa. Voilà, on a souvent ces complexes là d'infériorité. On s'est dit que si quelqu'un rentre à Kinshasa, il vient de la ville. Parce que moi, je viens de là et je considère les gens qui venaient à Kinshasa comme s'ils venaient de l'Europe. Ok. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Une fois que les gens de la province quittent pour venir à Kinshasa, ils vont se rendre compte qu'en vrai, nous sommes pareils. Il y a rien qui change. On n'est pas pareil. On n'est pas pareil. On vous appelle Baouta. Ouais, c'est pas un problème. Sauf les embouteillages là-bas, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas là-bas. Mais ça viendra parce que de plus en plus, je pense, il y a beaucoup de personnes qui essaient un peu de quitter Kinshasa parce que il y a beaucoup trop d'éléments à Kinshasa qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la vie devient de plus en plus difficile par rapport en province. Et par rapport
rapport à Kinshasa, qu'est-ce que tu préfères le plus, Kananga ou bien Kinshasa? Bon, je préfère Kinshasa. Hein. Je préfère Kinshasa parce que si j'étais à Kananga, personne n'allait me connaître. Donc, quand je suis venu à Kinshasa, j'ai fait ce que je pouvais faire, ce que je sais faire. Et puis, aujourd'hui, mais ta raconte m'invite. Ouais, quand même. Ouais, ça, c'est pas faux aussi. Jamais j'allais passer aussi au Kananga là-bas et te rencontrer. Et comment ça se passe ton enfance? J'ai eu l'enfance un peu modeste. Mon papa préfet, ma mère enseignante. Ah, t'as eu aussi des parents qui sont... Ouais. C'est pas dur? Moi, mon papa, il est professeur, mais après, c'est tout le temps, faut des livres. Ouais, exactement. Il faut lire. Oui. Tu peux pas avoir le temps pour toi. Bon, enfin, si tu étudies, ton temps, c'est pour les études. Donc, tu peux rien faire d'autre. Ouais, c'était dur un peu parce que maman était maîtresse et mon papa préfet, conseiller dans des écoles. C'était dur, mais on est là. Hein. Ok, mais d'une certaine manière, ça a aidé à être l'homme que tu es aujourd'hui. Ça a aidé vraiment par rapport à leur éducation. Donc, j'ai eu des parents qui me parlaient de tout, et plus clairement. Ça me cachait quelque chose. Voilà pourquoi on a eu quand même de l'avance par rapport aux enfants de notre âge, par rapport au comportement, à l'éducation qu'on a issue de nos parents. C'était vraiment très différent. Et je suis 8e de ma famille. J'allais même demander, vous êtes né à combien? On est à 9. Ah, chez les Louba. Ouais, ok, on est à d'accord. 9 et je suis 8e de ma famille. J'ai une petite sœur derrière moi, la seule petite sœur que j'ai d'ailleurs, que je salue, Alfo. Coucou, Alfo. Et tes grandes sœurs, tu ne la salues pas? Mes grandes sœurs, bon, la seule petite sœur que j'ai. Mes grandes sœurs ont l'air aussi, ont l'air grand frère aussi. Ok, d'accord. Voilà. Enfant des professeurs. Ouais. Tu étais très brillant à l'école, comment c'était? Ouais, bon, j'étais brillant à l'école, mais il y avait un problème. J'étais brillant à l'école où mon père était préfet. Et vous savez, nous, les enfants des professeurs, même si tu es intelligent, même si tu n'es pas intelligent, si tu réussis, si tu passes des classes, on va te dire non, c'est parce que son père est là, il enseigne, on l'a juste favorisé. En vrai, il n'est pas intelligent. Donc, j'étais brillant à l'école. À force d'entendre ça, j'avais un complexe. Je me disais, est-ce que je suis réellement intelligent ou on me favorise? Donc, j'ai eu à comprendre que j'étais brillant à l'école quand j'ai quitté personnellement l'école où mon père était. Et puis là, j'ai gardé toujours ma place. C'est parmi les 5 premiers, 2e, 3e de la classe. Voilà. Mais j'étais pas premier de la classe. Hein. J'étais 2e, soit 3e, soit 4e. On va garder les archives pour tes enfants. Moi, moi, je serais pas un père où je vais dire à mes enfants, non. Voilà. J'ai échoué aussi dans d'autres cours. Voilà. Bon. Mais je partais pas à pied. Quand il pleuvait à l'école, non. Je partais pas quand il pleuvait. Ok. Mais après, tu nous disais qu'au village, en province, oui. En province, l'accès à des chemins, enfin, des communes plus lointaines, c'est plus facile. Quand tu prends un transport, c'est vraiment par envie, quand t'es pressé. Ouais, si tu prends un transport, vraiment, c'est quand t'es pressé. Sinon, tu peux faire les pieds et arriver là où tu pars sans problème. Mais tu faisais pas les pieds pour aller à l'école? Bon, à l'école, non. L'école n'était pas très loin. Ah, l'école n'était pas très loin, je faisais les pieds. L'école n'était pas très loin. À quelques kilomètres, c'est bon. Tu es aujourd'hui entrepreneur. Lorsque tu étais jeune, surtout en province, c'était ça ta vision de choses ou bien tu avais d'autres rêves? Bon, j'avais d'autres rêves. Déjà, j'ai voulu être acteur un moment, comédien aussi. J'avais ce rêve-là. Mais j'entreprenais dès les bas âges. Comme maman était, elle lavait les habits à tout moment et tout. Des fois, il manquait des savons pour laver les habits. Moi, je partais au marché, j'achetais des savons. Et j'ai stocké à la maison. Quand ma mère voulait faire la lessive, elle l'achète chez moi. Ah, d'accord. Et puis, voilà, quand mes sœurs voulaient laver leurs vêtements, ils venaient chez moi pour acheter les savons. C'était comme ça. Et puis, là où on habitait, il y avait des agents qui travaillaient, les ingénieurs, en fait. Les ingénieurs, les gens qui partaient arranger les antennes, les réseaux, RTL, Vodacom. Ils étaient sales très souvent. Il y avait aussi des mécaniciens là-bas, ils étaient sales, ils cherchaient aussi des savons. Je les vendais aussi, mes savons là et tout. Voilà. Là, c'était autour de quel âge? C'était, j'étais vraiment petit. Mais d'où te venait cette idée-là? Comment? À 10 ans, j'essaie de deviner. Moi aussi, je comprends pas parce que ma maman m'embêtait tout le temps. Va m'acheter des savons et aussi m'embêtait tout le temps. Va m'acheter des savons, m'acheter des savons. Je me suis dit, ok,
Quand je partais acheter les savons, à tout le temps, on m'a donné l'argent qui restait. J'ai pas acheté les savons de 5 000 francs, on m'a donné 10 000. Les 5 000 est à moi. On me donne 5 000. Quand je pars, ma maman, normalement, elle me donne l'argent chaque jour. Chaque fin de semaine, elle me donne de l'argent. Je ne mangeais pas l'argent. Comme les enfants de mon âge à l'époque, on partait acheter des radios, des montres et tout, des jouets. Moi, je partais pas acheter, je n'avais pas de jouets. J'ai gardé mon argent. Je me suis dit non, comme il m'envoie trop, il faut que ça finisse. Je suis parti acheter un carton de savon pour mettre dans la maison, stocker. Maintenant, quand on m'a donné, parce que je savais que si ils découvrent que c'est moi qui vends maintenant les savons, ils ne vont pas m'acheter. Ils vont commencer à prendre parce que j'étais vraiment petit. 9 ans. Bon, j'étais petit, j'étais gamin. Je me suis dit, je vais garder ça. Quand on me donnait l'argent normalement, je faisais comme si j'étais parti. J'entre dans la maison, je traîne, je fais du n'importe quoi. Je sors avec les savons, comme si j'étais vraiment parti acheter les savons. C'était comme ça que, voilà. Mais à l'époque, tu savais même pas que c'était l'entrepreneuriat. À l'époque, je savais rien. C'était juste pour éviter qu'on m'envoie trop. Ouais. D'accord. D'une certaine manière, c'était en toi tout ça. Ouais. Et avec le temps, tu as extériorisé ça. Mais je sais que pour la plupart des parents, ils ont des rêves pour les enfants. Et papa avait des rêves particuliers pour toi? Oui, papa avait des rêves pour moi. Mon père voulait que je sois pilote. Ah, d'accord. Ok. Il voulait que je sois pilote d'avion parce que c'était compliqué. Il voulait que je sois pilote. Mon papa a aussi regardé trop de films. Il pensait qu'être pilote, c'était facile. Papa, désolé. Donc, il voulait que je sois pilote. Mais en grandissant, il a compris que c'était pas si facile d'envoyer son enfant à l'étranger pour faire ce genre d'études-là et tout. Et j'aimerais un peu que tu essaies de nous raconter comment c'est passé. Je sais que au Kananga, il y a une grande partie qui n'a pas d'électricité. Exactement. Les routes ne sont pas si modernes. Ouais. Et l'éducation, comment ça se passe? Bon, l'éducation, en tout cas, c'est très compliqué là-bas. C'est très compliqué. Moi, j'ai vécu ça. Il faut que ton papa puisse avoir un bon travail. Ou s'il n'est pas enseignant, il faut que ton papa ou tes parents soient commerçants. Voilà, parce que étudier là-bas, c'est compliqué pour les gens qui ne travaillent pas. C'est compliqué pour les gens qui ne travaillent pas. Dans des quartiers où on était, il y avait des jeunes qui restaient à la maison. Nous, on partait étudier. Ils étaient plus âgés que nous. Ils étaient à la maison, ils ne faisaient rien. Nous, on partait étudier parce que nous, on était quand même dans une famille modeste. Mon papa n'avait pas des millions, maman n'avait pas des millions non plus, mais on étudiait quand même. Donc, c'est compliqué l'éducation de l'autre côté. C'est compliqué. Et tu évolues petit à petit. Ensuite, on arrive là en 2016. Qu'est-ce qui se passe en 2016? Ouais, en 2016, bon, on ne savait pas par où c'était commencé déjà. En 2016, quand on écoutait la radio, parce que là-bas, c'est plus la radio, hein. Là-bas, c'est plus la radio, la télévision. Pendant la journée, vous n'avez pas du courant. Les courants viennent à 23 heures. Okay. Pour repartir à minuit ou 2 heures, 3 heures. Donc, on n'a pas vraiment le temps de regarder la télé et tout. On écoutait plus la radio. C'est quand je suis venu à Kinshasa que je n'écoute plus la radio, que je ne regarde même plus la télé. Oui. Donc, on écoutait plus la radio. Et les soirs, on était avec papa, on écoutait la radio et tout. On entend, dans les villages comme maintenant Sapou, il y a des affrontements entre milices et les FRDC, les policiers. Bon, pour moi, c'était un mot étrange. C'était pour moi la toute première fois d'entendre milice. J'ai posé la question, papa, milice, c'est quoi? On m'a dit non, milice, ce sont des gens qui ne sont pas ni militaires, mais qui se révoltent contre quoi? Contre les militaires et les gens qui ont des talismans en vrai, qui ont des talismans, qui utilisent les pouvoirs ancestrales pour tuer et créer du désordre au village. Ok. Voilà. Et petit à petit, ce que vous entendez de loin arrive vraiment dans la ville. Ouais. Comment vous avez vécu ça? Et qu'est-ce qui se passe? Et aussi, avant que tu nous expliques comment tu vis ça, mais qu'est-ce qui a causé ça? Ouais, en fait, c'était une guerre politique. Parce que c'était dans les villages de Kamouinan Sapou en 2016. Les fils de Kamouinan Sapou étaient en Afrique du Sud. Il faisait ses études en médecine. Il a fini ses études. Comme il n'était pas initié,
c'était le moment de succéder, de prendre le trône de son papa pour être le chef de localité. Et comme il n'était pas initié, c'était compliqué, difficile pour lui. Mais il devait quand même prendre le trône de son père parce qu'il y a des ancêtres, on les appelle comment? Les vieux du village qui allaient l'initier malgré qu'il n'était pas initié. Initié à la sorcellerie, initié à quoi? Bon, ce sont des trucs pour des chefs. Ah, on d'accord. devait l'initier pour qu'il puisse savoir dans quoi il doit il s'aimer et tout. À l'époque, c'était le gouverneur Kandemu Pompa. Et lui, il voulait, en fait, imposer les kapitas, donc la personne qui vient après les chefs comme Wina Sapou, il voulait imposer son kapita pour qu'il soit chef de localité. Or, dans la coutume, ça ne se passe pas comme ça. C'est les fils qui doivent prendre. Si les chefs n'avaient pas de fils, les kapitas allaient prendre la place. Comme son fils était là, malgré qu'il n'était pas initié, il devait quand même prendre la place de son papa. Maintenant, comme Wina Sapou, les fils qui étaient en Afrique du Sud, a vu que c'était de l'injustice, il a créé sa milice pour combattre maintenant l'État congolais. Donc, ils ont commencé à tuer et lapider les FARDC et les policiers. Donc, c'était cette guerre-là, c'est le début de la guerre des milices de Kamwina Sapou et les policiers ou les FARDC. Là, ça a commencé au village. Là, ça a commencé au village de Kamwina Sapou, là où ils étaient. Ensuite, ça a commencé à avancer jusqu'à arriver en ville. Mais d'abord, c'était loin de là où vous vivez. Exactement. C'était loin de là où on vivait. C'était à la commune de Nganza. La commune de Nganza est très loin de là où on était. Nous, on était à Katoka. Katoka, c'est une autre commune. C'était loin. Nganza aussi, c'était loin. Pour arriver à Nganza, on devait prendre au moins 2 transports. Pour arriver à Nganza, si tu as envie de prendre les transports. Nous, comme on était habitués à faire les pieds, on partait. Il y avait des routes où on prenait, on partait là-bas. Et la guerre a commencé là-bas. Qu'est-ce que Kamwina Sapou faisait? Parce que lui, il n'avait pas une armée de milices. Il n'avait pas ça. Mais lui, il initiait maintenant les enfants des communes où ils vont affronter les militaires. Donc, il venait, il fait boire aux enfants des trucs ancestrales pour avoir des pouvoirs, pour que les balles n'entrent pas dans leur corps, un peu comme des talismans et tout. Voilà. Quand ils venaient dans une commune comme ça, ils initient d'abord des hyènes. Même si tu vas pas les combattre, mais tu prends ça quand même. Parce que si la guerre arrivait là où tu es, que tu puisses te défendre. Sinon, si tu ne prends pas ça, tu vas mourir. On va te pointer seulement l'arme sur toi comme ça, bon, tu meurs. Donc, ils venaient initier d'abord les jeunes. Après, si tu vois que la guerre est atroce, tu entres aussi en guerre pour te défendre. Et les trucs que vous buvez, c'est à durée déterminée ou moi, j'ai pas bu. Ah, oui, d'abord, là, moi, j'avais pas bu. Ok, d'accord. Les trucs, les gens buvaient, c'est à durée indéterminée. Juste comment? Non, c'est à durée indéterminée parce qu'il y avait des principes. Il y avait des principes à respecter. Si tu ne respectes pas les principes, soit tu vas mourir, soit tu vas devenir fou, soit c'est compliqué. Et tu connais les principes qu'il y avait à l'époque ou bien? Oui, je connais les principes. Par exemple, quand la pluie tombe, tu ne dois pas entrer sous la pluie. Tu ne dois pas entrer sous la pluie. Que l'eau des pluies ne te touche pas. Ok. Ouais. Si l'eau des pluies te touche, tu n'auras plus de pouvoir. Ah, d'accord. Ouais. Ah, au moins, il n'y aura pas des effets négatifs. Ouais, il n'y aura pas des effets négatifs. Mais il y avait d'autres choses, d'autres principes à respecter. Si tu ne les respectes pas, tu deviens fou, soit coucher avec une femme, soit quand vous partez en guerre, tu voles chez une personne, tu obéis la liboma. Donc, tu deviendras fou. On dit, avant que l'on revienne un peu sur ce qui s'est passé, on dit qu'en province, il y a beaucoup, des trucs mystiques. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a en province il y a parfois des gens qui ont des très mauvais cœurs. Juste quand tu es en train de faire ton poulet, il y a ton voisin, il entend que tu es en train de... Comment ça se passe au fait? Exactement. Là, ce sont des sorciers. Elles sont des sorciers. C'est plus à la commune de Nganza que ce genre de choses s'est passé. Ma grande sœur vivait en Nganza. Donc, quand je partais chez elle en vacances,
Quand on m'envoyait pour aller acheter quelque chose, j'étais obligé de cacher la chose pour que les voisins ne puissent pas voir. Même maintenant, ça m'est resté à la tête. Okay. Maintenant, mais là, tu le montres dans tes vlogs, hein, c'est resté dans comment? Non, c'est resté dans ma tête que dans mon quartier, les gens ne savent pas que je vends les baskets. Peut-être c'est que j'achète, on ne voit même pas ça. Quand je sors, j'achète quelque chose et qu'il n'y a pas les sachets, ou je mets ça dans mon habit comme ça pour que les gens... Traumatisé. Ouais. J'ai été traumatisé parce qu'on m'avait dit, si on te voit ou on voit qu'on mange comme ça, c'est toi qui aura peut-être une plaie qui ne va pas guérir, soit tu auras des problèmes. Donc les gens n'aiment pas les gens comme on les dit. Donc c'était dans la commune de Nganza. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible, ouais. C'est quand même terrible de voir que les gens ont ces cœurs-là juste parce que l'autre a acheté un poulet, que toi tu manges les feuilles de manioc seulement, l'autre mange les poulets. Ça te fait quelque chose là. C'est bizarre. Jusqu'à aller à tuer même une personne, jusqu'à faire du mal à une personne pour ça. Ouais. C'était. Donc il y a beaucoup de gens qui ont la sorcellerie. Je parle de l'époque, hein. Non, jusqu'à maintenant, il y a des gens qui ont la sorcellerie. Ok. Oui, ces mauvais cœurs là de faire du mal parce que l'autre personne a simplement. L'autre est heureux, l'autre mange bien, l'autre vit bien, l'autre s'habille bien et tout. Donc c'était compliqué. Vous allez voir quelqu'un qui achète les habits, mais qui ne porte pas ces habits-là parce qu'on va parler, on va dire qu'il a. Donc c'est bizarre. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu préfères sinon tes baskets qu'il a acheté. Voilà. Ensuite, après, ça arrive dans la commune de Nganza. Ouais, ça arrive dans la commune de Nganza. Finalement, ça arrive même jusque là où vous habitez. Exactement. En fait, quand la guerre était en Nganza, nous ici, on vivait à Katoka, là on vivait normalement, on pouvait partir au marché, on pouvait étudier, les écoles fonctionnaient, mais nos collègues de cette commune-là ne venaient pas à l'école parce qu'il y avait guerre chez eux. Donc ils ne venaient pas. Nous, on étudiait normalement. Et puis, c'était seulement les sons de lance-roquettes, les sons des armes à feu qu'on écoutait de loin. Ça n'avait pas tellement d'impact. Nous, ici, on faisait tout ce qu'on pouvait faire normalement. Un jour, on était dehors, on a vu 4 lance-roquettes passer devant notre parcelle et 4 voitures, 4 camions des militaires passer. C'était la panique générale, la panique totale dans les quartiers. C'est tout le monde qui courait, papa et maman et... Donc c'était sauf qui paie. Donc si tu as un enfant, il y a des mamans qui ont laissé leur enfant. Ouais, à la radio, on nous donne des informations. Il y a tel enfant, elle ne connaît pas les noms de ses parents. On a trouvé cette... Donc, juste le fait de voir 5 ou 4 camions des militaires passer, c'était la panique. Après quelques minutes, 30 minutes, 1 heure, c'était le calme total. Les gens ont repris à marcher normalement et tout. Et les soirs, à partir de 20h, on écoute à la radio qu'il y a maintenant des milices à Katoka. Parce qu'il y avait 3 communes de Katoka. Il y avait Katoka 1, Katoka 2, Katoka 3. Nous, on était à Katoka 1. Maintenant, à la radio, on entend qu'il y a les milices de Kamwena Sapo à Katoka 3. Katoka 3. Donc, quitter Katoka 3 et là où on était, c'était pas très loin. Donc, ces jours-là, on n'avait même pas bien mangé. On n'avait même pas bien mangé. Et les matins, on entend l'information à la radio qu'on ne va plus partir à l'école. À partir d'aujourd'hui, on ne part plus à l'école. Rester d'abord à la maison. La sécurité, la situation sécuritaire de la province n'est pas si bonne que ça. Donc, que les parents gardent leurs enfants, que les mamans qui partent au marché puissent être prudentes et tout. Voilà, c'était compliqué. Et tu racontais que l'armée avait des armes, mais les autres, ils étaient en train de se battre même avec... Ouais. Quelles armes ils utilisaient? En fait, les milices de Kamwena Sapo n'utilisaient pas des armes à feu fabriquées par l'homme blanc. Et ils utilisaient les œufs, des lance-pierres, les couteaux et les armes pour les animaux et tout. Les armes qu'on crée par l'homme noir normalement. Ce sont des armes qu'on crée par l'homme noir. Ce sont ces 4 armes-là que les milices utilisaient pour tuer maintenant des polices et des militaires. Donc, genre, on te lance l'œuf, mais... On te lance l'œuf, mais tu écoutes
comme si c'était une bombe. Donc pour eux, l'œuf était leur bombe et la lance-pierre, c'était leur arme à feu. Donc si on te lance, ils prenaient aussi l'œuf, ils mettent dans l'arme à feu, ils lancent ça. Si ça arrive là où il y a plusieurs militaires, boum, il y a le feu. Nous, on croyait même pas à toutes ces histoires. On se disait, ah, c'est rien, vous mentez. Comment l'œuf peut tuer les gens? On n'avait même pas l'impact. On ne connaissait même pas l'impact que ces gens-là avaient, au fait. On ne savait même pas. C'est quand la guerre est arrivée dans notre commune qu'on a vraiment su que c'était atroce ce que vivaient les gens des communes de Nganza. Parce que quand les milices venaient et ils marchaient seulement en ligne droite. Il n'y avait pas les milices partout, non, ils marchaient seulement comme ça. Ils se battaient seulement comme ça. Soit ils vous encerclent, soit ils sont tout droit comme ça. Ils combattaient que ceux de l'armée. Ils combattaient que l'armée et les policiers. Parce que c'était déjà une guerre politique. Comme Tenda était du parti politique PPR2, on voulait juste que Kamwena Sapou ne puisse pas prendre la place de son père parce que lui, il est de l'IDPS. Donc, à l'époque, c'était le ministre Ramazan Chadar qui était ministre de l'Intérieur. Il était même venu au Kasaï pour mettre fin à la guerre. Il n'a pas pu, il est rentré, il a laissé la guerre. Donc, comme c'était, on préparait les élections de 2018. On voulait quelqu'un pour mettre en place, quelqu'un de PPRD pour mettre en place, pour que la localité de Kamwena Sapou, les villages de Kamwena Sapou puissent voter pour un président quelconque, voilà, du parti, de ces partis-là. C'était cette guerre-là, la guerre était devenue politique maintenant. C'est là qu'on envoyait des militaires de partout. Même les agents de l'ONU étaient aussi venus pour combattre les milices de Kamwena Sapou. Donc la guerre était devenue très, très différent de tout ce qu'on pouvait penser. La guerre était pour les chefs normalement. Ça devait se finir au village et non venir jusque là où on était. La guerre était venue en ville et c'est quand c'est arrivé dans notre commune qu'on a senti ce que les autres sentaient. C'était très compliqué. On ne pouvait plus sortir pour aller même au marché. C'était compliqué. C'est vraiment qui partait faire les marchés. Les mamans, vous connaissez, même si la guerre est loin, est à Goma, elle peut t'interdire de sortir ici à Kinshasa. Ne sors pas. Donc, les pays vont mal. Donc, les pays vont mal. C'était comme ça. On ne mangeait pas. Si vous n'avez pas, de provision à la maison, en tout cas, c'est chaud pour vous. Et, voir, tout ça, d'être aussi près, j'ai envie de dire, tu vois ta vie défiler devant toi et voir les effets de la bombe. Et aussi, tu disais que il y a eu tellement de morts pendant cette guerre qu'on pouvait même pas chiffrer. Ouais, parce que les médias nous cachaient toujours. Mais quand on regardait les images des milices, les images que les milices prenaient, là, c'est là qu'on s'est rendu compte que non, la guerre n'est pas telle qu'on pense. En tout cas, la guerre est très, très atroce. Très, très jeune. Comment ça te fait mentalement de vivre cette période-là? Bon, mentalement, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était ingérable. Tu pouvais pas gérer ça. Tu t'es dit, ah, ça va se terminer quand? Parce que tu pouvais être là à la maison, tu vois ton père peut-être les dimanches, mais là tu restes avec ton papa à la maison. Tu sais que quand papa ne travaille pas, on ne mange pas. Tu vois ton papa toute une semaine à la maison et puis vous manquez de quoi manger. C'était compliqué. C'était très compliqué. Très compliqué. Tu ne pouvais même pas partir au cours. Vous savez, à Kananga, il n'y a pas des robinets. Il y a des robinets, mais la régie ne fonctionne pas. Il faut aller puiser de l'eau. Quelque part, on partait puiser de l'eau dans des paroisses. Imaginez, vous n'avez pas de l'eau. L'eau jaillit dans des paroisses normalement. Mais tu ne peux pas sortir pour aller puiser parce qu'il y a la guerre. On reste à la maison, il n'y a pas d'eau. Vous êtes là, papa est là, il vous regarde. Maman est là, elle vous regarde. Donc,
Vous n'avez pas d'électricité. C'était compliqué, c'était compliqué. En fait, les gens ne se rendent pas compte de l'impact que la guerre a sur les vies de personnes qui sont dans des milieux où il y a la guerre, comme à Goma par exemple. Ici à Kinshasa, on blague. Il y a une autre personne, elle n'a même pas encore entendu les sons d'une lance-roquette. Les jours que tu vas écouter les sons, ça se passe loin, mais c'est vos tôles qui bougent. On lance ça très loin, mais c'est vos tôles qui bougent, l'impact qui est ça. Donc c'était très compliqué pour les jeunes. Moi, j'étais très jeune en ce moment-là. J'étais très prêt même à rejoindre les milices pour terminer avec la guerre et tout. Donc c'était très compliqué. Si les traumatismes étaient pour l'homme noir, on allait être aussi traumatisé. Comme les traumatismes pour l'homme blanc, c'est moi, donc non, on vivait quand même malgré la guerre. Oui. Voilà. Mais en même temps, ça affecte énormément. Ouais, ça nous l'enfance, ça bouleverse tout autour de ton quotidien, c'est plus la même. Et tu réagis différemment lorsque tu rencontres un militaire, tu rencontres un milice, tu entends que ce soit canon simplement d'une voiture qui a éclaté, mais là, tu as une peur. En fait, comme c'était la guerre politique, nous, on aimait plus les milices que les militaires. Ok, pourquoi? Parce que on ne connaissait pas la source de la guerre. Une fois qu'on nous a parlé de la source de la guerre, on s'est dit, bon, mais c'est normal que les fils puissent prendre la place de son papa. Ok. Pourquoi vous ne voulez pas qu'ils puissent prendre? Donc, on a compris que c'était la guerre politique, d'un parti politique qu'on n'aimait pas aussi des bases. C'est dit, bon, on aime seulement les milices à la place des policiers. Donc, on aimait les milices à la place des policiers. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes ont rejoint les milices des Camerounais Sapou et ont commencé à combattre pour la cause de notre province. Et puis, à un certain moment, il y avait tellement de morts, l'armée, la police, ils avaient plus de personnes. Ils ont commencé à vouloir enrôler des forces. Ils ont commencé à faire des patrouilles dans des avenues, dans des quartiers. Ils défonçaient les maisons. Ils défonçaient des maisons, les militaires. Ils défonçaient des maisons pour entrer. Ils ne volaient pas, ils ne violaient pas. Ils venaient juste pour prendre des garçons et leur faire porter les tenues. Il n'y avait pas de formation. Que tu aies la maîtrise des l'arme ou pas, on te fait porter les uniformes des militaires et puis tu entres en guerre, tu commences à combattre pour la province. C'était comme ça. Et on cherchait les garçons. Nous, on était obligés de dormir au plafond. Parce que s'ils viennent défoncer la force, ils trouvent les garçons, ils trouvent les filles, ils ne vont pas entrer au plafond pour commencer à chercher. Parce qu'on dormait qu'au plafond, on était au nombre de 6, mes 2 grands frères et mes 4 cousins. Donc, moi, mes 2 grands frères, mes 4 cousins, 8. On était à 8. Donc, on était à 8. On dormait au plafond. Donc, c'était compliqué pour sortir aussi pendant la journée parce qu'on faisait la partie même la journée. C'était vraiment compliqué. Tu sors comme ça, il n'y a pas un garçon en route. Il n'y a que des filles. C'était compliqué. Oh, on est dans un film ou quoi? Il n'y avait que des filles. Et il y avait une dame dans notre quartier. La dame n'avait pas de filles. Elle n'avait que des garçons. Donc, comme elle ne pouvait pas sortir et aller acheter des histoires à manger au marché, vu son âge et tout, la dame envoyait son fils pour aller payer. Mais son fils s'habillait comme une femme pour aller acheter des choses au marché. Vous imaginez quand même. C'était compliqué. La personne qui est habillée en femme a même peur de marcher. Donc, c'était très compliqué, la guerre, très compliqué. Tu voulais nous raconter une anecdote. Une fois, tu étais avec papa. Papa, ouais. Une fois, j'étais avec papa, on était parti au marché. On était seulement en guerre. Mais c'était pas, on avait fait toute une semaine. Il n'y avait pas des affrontements entre milices et militaires. Il n'y avait pas ça. Papa m'a dit non,
David, accompagne-moi au marché, on part acheter à manger parce que mon père aime trop la viande de la chèvre et tout, voilà. Il aime manger les tabacs plutôt. Ok. Il m'avait dit non, on part acheter la viande au marché, après maman vient préparer pour nous. Je dis, ah d'accord papa, on part. Il revenait aussi des données cours, il revenait de l'école aussi. Il m'a appris, on était partis. Il est arrivé au marché, on a bien payé la viande et tout. En rentrant, on était loin de la maison. Très loin de la maison. On était à l'intérieur du marché. On a entendu les sons d'une arme à feu. Moi, je savais que c'était l'arme à feu. J'ai dit à papa, c'est l'arme à feu. Papa m'a dit non, non. C'est les pneus. J'ai dit, ah, ok. D'accord. On avance. Tata. J'ai dit à papa, c'est toujours les pneus. Oui. J'ai dit à papa, c'est toujours les pneus. Il dit, non, 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 là, ce sont des armes. Papa a juste fait ça. Il a tenu son téléphone. Il avait mis son téléphone dans la poche. Il a tenu la poche. Il m'a tenu comme ça. Il dit, mon fils, sauvons-nous. On a commencé à courir du marché. Il n'y avait pas de transport. On a commencé à courir du marché jusqu'à chez nous. Parce que les armes continuaient à aider. Les armes à feu continuaient à éclater. C'était très compliqué. Toutes sortes de sons. Les sonorités, tata, boum. Tout ce qu'on voit dans des films là, nous on a vécu ça comme ça. On a vécu ça comme ça. Et puis, imagine, tu cours avec ton papa qui doit te sécuriser. Il fuit aussi l'arme à feu et tout. Donc ça doit être un trauma. Donc c'était compliqué. Ensuite, petit à petit, la vie revient. Petit à petit, la vie revient, mais c'était pas assuré. Parce que la guerre a fait quand même une année. La guerre a fait une année de 2016 à 2017. La guerre a fait quand même une année. Et puis on courait vers une année blanche. Okay. Pour nous qui étudions encore à l'époque, on courait vers une année blanche. C'était chaque élève qui était motivé pour étudier. Normalement, en situation de guerre, vous devez normalement rester chez vous. Mais quand on a su qu'on courait après l'année blanche, c'est chaque élève qui était motivé à venir à l'école malgré la guerre. Pourquoi? Pour ne pas perdre l'année. D'accord. Pour ne pas perdre l'année. Donc, les élèves ont aimé les études comme pas possible à cette époque-là. On partait à l'école malgré la guerre. Une fois on était à l'école, on avait oublié qu'on était en guerre. Les professeurs étaient en train de donner cours et tout. On a encore entendu les sons des armes à feu. Tata. Et pour nous dire au professeur, prof, en tout cas la situation devient chaotique, libère-nous, on part. Le professeur dit non, c'est pas grave, c'est peut-être... C'était pas les profs des maths comme ça, les profs des Moi, c'était les profs de physique. Voilà. C'était les profs de physique. On fout des mêmes badis. C'était les profs de physique. On a dit, non, monsieur, là, c'est l'arme à feu qui a éclaté. On veut rentrer à la maison. Les messieurs nous ont dit, non, non, ce ne sont pas des armes à feu, ne vous inquiétez pas, prenez vos notes. Après, on a regardé derrière les bâtiments de l'école. Il y avait un policier, un militaire, bien armé, qui était en train de jouer avec l'arme à feu parce que il était ivre apparemment et tout. Et c'était la panique totale. Nous, on pensait que c'était vraiment les milices, c'était vraiment l'affrontement entre milices et militaires encore. On a pris fuite. Et les professeurs qui ne voulaient pas nous libérer là, et les élèves. C'était très compliqué. C'est là qu'on nous a dit non, ne venez plus à l'école jusqu'à nouvel ordre. C'était compliqué. On en parle aujourd'hui, c'est vrai que ça remonte de 2016. La guerre a duré une année. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très critique qui se passe en RDC. Ça a commencé depuis des décennies. On parle d'aujourd'hui de plus de 30 ans. On n'était même pas encore nés, mais il y avait déjà une guerre. Et vous qui avez vécu un trauma pendant une année. Une année. Et c'était pas une année en entièreté, non. C'était des mois, après un mois vous êtes normal, l'autre mois il y a affrontement. C'était compliqué. Mais justement, c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui à Goma et même dans les villes, dans les localités qui... Ouais, en fait, les gens qui sont à Kinshasa n'ont même pas l'idée de la guerre, en fait. Ils n'ont même pas l'idée, n'ont même pas les scénarios
la guerre, comment les gens vivent en situation de guerre. Nous devons vraiment être derrière nos FARDC, derrière les gens qui sont à Goma, les soutenir dans nos prières surtout. C'est compliqué la guerre. Il y a quelqu'un qui est né comme ça, t'as jamais entendu les sons d'une lance-roquette. Donc pour toi, tu trouves ça normal. Mais les gens qui vivent de ça à tout moment. En fait, quand ça sonne, c'est ton corps entier qui est en mouvement. C'est ton cœur qui bouge. C'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir. C'est un traumatisme vraiment, et voilà. Donc, on ne s'habitue pas à la guerre. On ne s'habitue jamais à la guerre. On ne s'habitue pas au son d'une lance-roquette, au son d'une arme à feu. On ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas. Et j'aimerais bien que tu en profites face à la caméra sur ces plateaux, un message à toutes ces personnes qui sont en situation des guerres, qui sont en situation, moi je pense que t'es parmi les personnes qui comprennent mieux ce qu'ils vivent. Exactement. Quel est le message que tu peux leur passer avant que l'on continue? Moi, les messages que je peux leur passer en tout cas, c'est d'être fort en ces moments, être fort et puis j'ai même pas le mot en tout cas. C'est d'être fort et d'être fort dans la prière, être fort aussi physiquement surtout, et de respecter ce qu'on vous dit. Si on vous dit de pas sortir, ne sortez pas, parce que la vie est unique. La vie est unique. Prenez soin de vous en tout cas. Si vous manquez à manger, c'est pas la fin du monde. Mais si vous manquez la vie, ça sera la fin du monde pour vous. Donc voilà, soyez seulement forts, soyez seulement forts. Voilà. Ok, merci pour ces messages. Ensuite, après tout ça, vous avez décidé de quitter pour venir en province. Comment ça, dans la capitale, comment ça se passe, ces changements? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport jusqu'au final, arriver à Kinshasa? Comme j'ai mon oncle, les petits frères de mon papa, militaire, comme la situation était très compliquée là-bas, surtout là où nous on était, parce que nous on était juste en face, c'était quoi, des sous-siats. Vous voyez, bon, les bureaux de la police de la commune. C'est là où il y avait des parades générales des militaires, des policiers. Comme nous, on était juste en face, on se disait non, si les gens vont mourir dans cette guerre, c'est nous les premiers, parce que nous sommes juste en face. Il y a eu un moment, c'était devenu très compliqué encore par rapport aux milices. On était obligés de prendre nous tous des talismans pour que les balles n'entrent pas dans notre corps, pour qu'on puisse aussi, nos paroles puissent avoir aussi des pouvoirs, parce que c'était compliqué. Vous vous battez avec des gens qui vous tuent sans armes à feu, seulement avec leurs paroles, avec des objets. Et les milices parlaient, les milices disaient, les milices pouvaient dire, au lieu de dire au nom, comme nous chrétiens, on dit au nom de Jésus, au nom de... Il y a quelque chose qui se passe, et aussi disaient ça au nom de Kamouinan Sabou, et au nom des ancêtres. Donc, il faut ne négliger même pas les pouvoirs ancestrales. Ne négligez même pas. Il disait, au nom de nos ancêtres, au nom de Kamouinan Sabou, je veux que telle chose se passe. Il y a des militaires et des militaires qui tombaient. Et puis, ils prenaient quoi, les œufs, ils lançaient au milieu des militaires. C'était la bombe. Donc, c'était compliqué. À un moment, c'était devenu très, très atroce. Vous étiez obligés de boire. On était obligés de boire, et les parents et les enfants. Papa a pris. Papa a pris, maman n'avait pas pris ces choses-là. Papa, voilà. Papa, il devait normalement se battre pour ses enfants et tout. Papa, il s'est dit, non, je vais prendre, si je tombe, parce que papa sortait. Malgré qu'on était en situation de guerre, il était préfet. Il devait aller au bureau pour payer aux enseignants, pour donner quelque chose aux enseignants, parce que les enseignants ne travaillaient pas. Papa devait payer normalement les enseignants, leur donner un petit rien pour manger. Il était obligé de partir au bureau. On nous a donné l'huile végétale, l'huile rouge, l'huile végétale. On nous a donné de boire ça. Et puis, quand on buvait ça, il y avait des paroles qui venaient derrière ça. On disait des paroles comme ça. Et puis, c'était un milice où, voilà, une fille qui est des Kamouinan Sabou. C'est la personne qui nous faisait boire. Elle dit des paroles. Toi, si tu répètes ces paroles-là, tu prends. Et puis, on te donne des fourmis. Il y a d'autres fourmis comme ça. En Chilou, on appelle ça manqué. Donc, si on vous sort ça,
au montage, vous allez voir. On prenait ça comme ça. Mais aujourd'hui, on mange ça, non, les makénéna? Oui, les makénéna, on mange ça. On mange ça quand c'est mort. Oui. Maintenant, là, on prenait ça vivant comme ça. D'accord. On prenait ça, on avale ça comme ça et puis on dit des paroles. Là, tu as l'assurance que si tu sors, au moins même une balle perdue ne va pas t'atteindre. Donc, on a pris ça juste par mesure de prudence. Si une balle perdue venait entrer dans la foule et puis voilà. Parce qu'il y avait des morts comme ça, il y a d'autres innocents qui sont décédés comme ça. Oui. Donc, on a pris ces choses-là et puis voilà. Et juste qu'aujourd'hui, ça a de l'effet ou bien? non, on a prié maintenant, on a prié et tout, voilà. Okay. Ça n'a pas de l'effet. Maintenant, on a peur des larmes. Ah, là, avant, on n'avait même pas peur et tout. On s'est dit, ah, si ça arrive, oyekoya ea. Après, comme mon oncle était militaire, papa a demandé à mon oncle de nous faire des feuilles de route. Okay. Comme la famille du militaire, pour qu'on puisse voyager gratuitement dans l'avion des militaires, même si on sera même assis par terre, qu'on puisse quitter la province du Kasaï central. On a fait des formalités, on a eu notre feuille de routes. Bon, on quitte aujourd'hui. On n'avait pas dit au quartier qu'on partait. On n'avait pas dit au quartier qu'on partait. C'est vraiment les silences. On avait peur de dire au quartier par peur de rater l'avion. Parce que là où je viens, je sais qu'il y a beaucoup de sorciers là-bas. Tu peux lui dire quelque chose et la chose ne s'est fait même pas. Parce que tu avais juste dit à la personne. Donc, on a pris les feuilles des routes, on a rangé nos bagages. Nous sommes partis à l'aéroport. On nous avait dit l'avion est à 17h. Nous, déjà à 14h, on était à l'aéroport pour faire les check-in et tout. Arrivé là-bas, 16h, 17h, 19h, il n'y a pas l'avion. Non, ça va arriver à 20h. 20h. Finalement, on nous dit non, vous devez rentrer et venir demain matin, il y a vol pour les militaires qui doivent quitter ici pour aller à Kinshasa. Je dis d'accord. À 5h, nous, on était déjà à l'aéroport. On était déjà là, on attendait qu'on puisse quitter. Il n'y a pas eu vol. On a fait 4 jours à l'aéroport. On dormait juste. Dieu fait grâce. Il y a ma tante qui habitait juste près de l'aéroport. C'est là où on dormait chez ma tante. Elle n'était pas ici. Elle avait aussi fui la guerre parce que à un moment, les milices avaient pris les contrôles de l'aéroport. S'il y a des Congolais qui venaient, donc des civils qui se déplaçaient pour leur voyage, il y avait pas. S'il y avait des militaires, c'est là qu'on prenait directement les militaires à l'aéroport, on les tuait là-bas. Donc c'était comme ça, ils avaient pris le contrôle de l'aéroport. Les gens travaillaient normalement, juste qu'ils ne voyaient pas les militaires ou les policiers. Et ils étaient contre les militaires et non contre la population, les civils. On a fait 4 jours, il n'y avait pas toujours d'éclairage et tout. Pas s'est décidé qu'on puisse partir à pied. Donc, on puisse prendre un taxi ou un bus pour aller à Chikapa. Et de Chikapa, on va prendre l'avion pour partir à Kinshasa normalement. On a pris les taxis, on est arrivé dans des agences de transport, de voyage pour Chikapa. On est arrivé là-bas, on avait fui les gens de notre quartier. Quand on est arrivé là-bas, on a trouvé d'autres familles de notre quartier prendre aussi des transports et des bus pour voyager. Et puis, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Donc, quand vous étiez partis, il y a eu vraiment des attroupements, il y a eu vraiment des désordres tellement. Ils nous ont dit que dans notre quartier, on a tué même des gens là où on était. Donc, juste après notre départ, les milices étaient venus, les policiers ont tué n'importe qui, des innocents. Des gens qui ont pris les talismans n'ont pas eu de problème. C'est moi les gens qui n'avaient pas pris les choses là. On est parti, on a pris les taxis. C'était un transport, un camion. Je vais demander, je vais envoyer la photo au réalisateur des maîtres. C'était un camion. Vous voyez des camions où on met des braises. D'accord. Ouais, c'était ce qu'on avait pris pour voyager avec. On a pris ça, on a payé aussi cher, hein. On a payé cher, on était là. Papa était resté, on était là. Maman, ma grande sœur, ses enfants, les enfants de ma grande sœur et une cousine à moi et tout. On a pris ces camions-là, on partait et on ne savait pas ce qui nous attendait encore en route. Et vous savez que les bandits profitent de chaque situation pour soutirer l'argent aux innocents. Et puis, parmi les milices maintenant, il y avait des milices, des gens qui prétendaient être des milices, qui n'étaient pas des milices en vrai. Parce que des milices portaient des bandes rouges ici. Ils avaient des bandes rouges, ils avaient des couteaux, des lance-pierres et des œufs. Comme David. Vous voyez, là où David avait mis la pierre pour tuer Goliath. Les trucs là aussi. Après, on est arrivé dans des barrières, bon, ce qu'on appelle péage. On est arrivé dans des barrières où on pouvait trouver les agents de l'État, ou les soldats, ou les militaires. On a trouvé des milices. Ce sont des milices qui contrôlaient nos cartes. Nos cartes, si on n'est pas des militaires ou... On a eu un peu de problème parce que moi,
J'étais quand même, quand on me regardait, j'ai ressemblé à un enfant et tout. On a quand même eu des problèmes. Pourquoi vous marchez avec des enfants? À 7 heures, vous partez où? Les enfants doivent rester à la maison. On leur disait, c'est moi, la situation là-bas à Kananga est chaotique. Donc, on part ici pour un peu nous réfugier et puis rentrer encore. Et ils oublient de rester là, les chemins, non-retour. Okay. On partait seulement pour nous réfugier, ne plus rentrer là-bas à Kasai. On est arrivé à Chikapa. Arrivé à Chikapa, maman a encore cherché à faire des formalités. Non, il faut qu'on va seulement par avion. Je dis, maman, ils sont en train de venir, ils sont en route. Parce que quand nous on était là, les milices aussi venaient à Chikapa, venaient attaquer Chikapa. Les militaires aussi venaient à Chikapa. Parce que nous, quand on passait, il y avait et des militaires et des milices en route. On ne comprenait pas. On trouve des milices dans des barrières. Après, il y a des militaires derrière. On s'est posé plusieurs questions. Tu vas trouver là où il faut trouver des militaires, tu trouves des milices. Ils ont récupéré et les barrières, et des ronds-points, et des sous-siades des polices étaient maintenant pour des milices. Vous imaginez? On est arrivé à Chikapa, on a trouvé qu'il y avait encore beaucoup de milices. Beaucoup de milices alors. Maman voulait encore ces formalités-là, de voyager encore par avion. Je dis, maman, on part. Maman ne voulait pas, on a pris les bus pour Kikwit. On est arrivé à Kikwit. Là, c'est combien de temps de voyage? Quitter Chikapa, Kananga et Chikapa, c'est 4 jours. Dans les 4 jours, on a trouvé des milices et des milices dans des barrières. Il y a d'autres milices qui demandaient de l'argent, mais il y avait d'autres milices qui tuaient aussi des innocents. Donc là, c'était des bandits normalement. Gloire à Dieu, on n'a pas croisé ce genre de personnes dans notre route. Et puis quand on est arrivé à Chikapa, on a pris encore les bus pour Kikwit. On a pris là, c'était le calme total à Kikwit. Quand on est arrivé à Kikwit. C'est combien de temps? Bon, Chikapa, Kikwit, on quitte les soirs, on arrive les matins ou pendant la journée. On est arrivé à 14h, 15h là-bas à Kikwit. Et là, c'était le calme total. C'est là qu'on a pris, Kikwit, Kinshasa, on arrive à Kinshasa. Moi qui venais de Kananga, quand je suis arrivé à Kinshasa pour la première fois, je ne sais pas, c'était la commune où on était ou voilà. J'ai trouvé que c'était très sale. Que là on était. C'était quelle commune comme ça? On était à, si je dis la commune, mes clients ne vont plus acheter des baskets. D'accord. Ouais, je vais pas dire la commune, mais on était arrivé dans une commune où c'était très sale. Très sale. Mais là où on était, c'était très propre. Les propriétaires de la parcelle exigeaient que si vous venez d'arriver, vous laissez vos babouches devant la porte d'entrée. Ouais. Mais à l'intérieur de la parcelle, bien sûr, pas dehors. À l'intérieur de la parcelle, vous laissez vos babouches. Vous portez les babouches de la parcelle. Donc, c'était très propre, l'air douche, tout était propre. Mais dehors, c'était très sale. Et puis, quand on était arrivé, il n'y avait pas du courant là-bas non plus. Les courants venaient les soirs, je dis, mais c'est la même chose que chez nous. C'est la même chose que chez nous, en fait. Après, on a fait presque 1 mois là-bas, ou quelques jours. On a fait des semaines et tout. Et puis, on dormait à l'hôtel. Il y avait l'hôtel là, quelque part, où on partait dormir. Beaucoup de moustiques. Bon, il y a quelque chose, hein. Au Kasai, il n'y a pas de moustiques. À Kananga, il n'y avait pas de moustiques. On ne dormait pas dans des moustiquaires. On dormait comme ça, sans... Moi, j'ai connu des trucs là, moustiquaires et tout. Ici, à Kinshasa. L'histoire est tellement longue qu'on ne peut la finir pour ce premier épisode. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de son histoire, pour comprendre un peu, tout son parcours, pour mieux comprendre. Allez, à dimanche prochain pour la suite de son histoire.